Donc bienvenue Samir Ben Makhlouf. Merci pour votre invitation. Merci d'avoir accepté. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'école London Academy et que vous avez été directeur général de Microsoft Maroc. On va parler d'économie, enfin on va débattre d'économie du savoir et d'école du savoir dans ce 21e siècle, dans le siècle dans lequel nous sommes inscrits, nous et tout, à l'instar de tous les pays dans le monde. C'est quoi pour vous l'école du savoir ? L'école du savoir, c'est une école qui s'adapte à une réalité du 21e siècle. Qui veut dire cette transformation où le digital a rompu ou a été disruptif par rapport à tous les secteurs, inclus le secteur de l'éducation. On ne peut pas aujourd'hui prétendre de préparer des jeunes pour l'économie du savoir en utilisant les mêmes outils, la même méthodologie, le même programme du XXe siècle. C'est-à-dire, avant de parler d'économie du savoir, déjà, il faut déjà construire une véritable réflexion sur l'école du savoir. Ça commence par là. Exactement. Est-ce que ça veut dire que, de facto, il faut complètement se faire à l'idée et entériner le fait que l'école n'a plus le monopole du savoir ? Est-ce que ça commence par ça ? C'est par ce premier jalon ? Ça commence par le fait qu'on n'est plus dans une éducation centrée autour de la classe et le prof. On est dans une éducation individualisée, où on doit avoir une éducation individualisée autour de l'élève, où le prof, la classe sont une partie de source de savoir. Aujourd'hui, on voit à travers le digital, je rencontre pas mal de jeunes qui parlent couramment anglais ou bien qui maîtrisent de l'informatique sans être dans une école, c'est-à-dire tout ce qu'ils ont appris, ils l'ont appris à travers des sources digitales. Ça veut dire quoi, Samir Ben Makhlouf ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un jeune étudiant, collégien ou lycéen, et grâce à son smartphone, en fait, il possède le savoir que possédait avant l'instituteur. Si on se base sur le savoir en étant, on va dire, la comparaison entre le disque dur et le processeur, ça veut dire qu'on est juste en train de mémoriser. On n'a plus besoin de mémoriser parce qu'aujourd'hui, le téléphone, c'est l'extension de notre mémoire. Chaque fois qu'on a besoin de quelque chose, on cherche et on trouve. Maintenant, si on utilise notre savoir ou bien notre cervelle pour raisonner, pour créer, et c'est là où l'éducation doit énormément changer. Donc à la fois l'école, à la fois le rôle et la fonction de l'instituteur, mais avant de revenir là-dessus, sur l'école d'aujourd'hui. Oui. Beaucoup d'experts, d'intellectuels, de philosophes à travers le monde considèrent que l'école n'a plus le monopole du savoir et que le savoir, comme vous a été enseigné, comme il m'a été également enseigné, c'est entre 10 et 12% en fait, et que le reste se passe ailleurs. C'est vrai, parce que aujourd'hui un jeune qui est né avec des outils qu'il trouve très faciles d'apprendre, parce qu'on apprend beaucoup plus de l'audiovisuel que de tout ce qui est texte et sur papier. Et les enfants apprennent à chercher. Chaque fois qu'ils veulent apprendre quelque chose, ou ils veulent entendre quelque chose, ou ils veulent voir quelque chose, ils vont chercher, ils vont la trouver. Donc c'est plus du push, c'est du pull. C'est-à-dire au lieu qu'on pousse l'information ou l'apprentissage vers l'enfant, c'est l'enfant qui est demandeur de cet apprentissage. Ça veut dire que du coup, l'école et l'instituteur a perdu aussi en aura, et a perdu son statut, parce que si moi, demain, j'ai un cours sur l'intelligence artificielle ou sur la philosophie du 18e siècle, par exemple, je vais sur mon téléphone, je tape sur Wikipédia, j'ai pas besoin d'attendre que mon prof va me donner le cours en amphi. Exactement. Et le rôle du prof et de la classe devient ce qu'on appelle le flipped classroom, c'est-à-dire qu'on va à l'école pour poser des questions, pour collaborer, pour faire des projets, pour qu'il y ait plus d'interactivité et de créativité, et non pas pour juste un one-way. Le one-way, on peut l'avoir à travers des outils sur Internet. Les applications et autres. Et aujourd'hui, il y a des centaines de milliers de sources pour apprentissage, mais cette interactivité qui peut se passer en classe,
est nécessaire. Et c'est là où le rôle du professeur doit changer. Donc ça veut dire que si l'école n'a plus le monopole de la transmission du savoir et de la connaissance, il faut que l'école se réinvente et que le prof, l'enseignant se réinvente aussi pour comment transmettre la connaissance. Exactement, et être un facilitateur. Et non plus un expert. Et non plus la source, parce que la D'accord. source peut venir d'autre part. Mais lui, il facilite. Il aide les enfants ou les élèves à chercher. Il va créer un espace d'interactivité. Il y aura des questions, il y aura des débats sur des choses qui sont réelles, que les enfants sont en train de vivre. L'enfant aussi n'a plus cette capacité de se concentrer à long terme. Il a besoin d'interactivité. Après 10-15 minutes maximum, il a besoin en fait. Exactement. Sinon, on le perd. Il décroche. Il décroche parce que si c'est juste quelqu'un qui va lire ou qui va expliquer quelque chose qu'il peut retrouver sur Internet, il n'a pas besoin de ça, il va se décrocher. Ça veut dire que pour nous, un pays comme le nôtre, comme le Maroc aujourd'hui, on fait comment ? Repenser l'école, repenser la fonction de l'enseignant face à des nouvelles générations aujourd'hui ultra connectées. C'est pas juste un problème du Maroc. Oui, le monde entier est confronté à cette problématique. Nous, on fait comment ? Le monde entier, même les pays développés, sont en train de revoir leur système d'éducation et de transformer le rôle de l'éducateur, le rôle de l'école, etc. Moi, j'ai une expérience que je vis dans mon école où j'enseigne tout un programme en blended learning. C'est quoi le blended learning ? C'est un mix entre le e-learning et le learning en classe. C'est-à-dire que tout le programme se déroule de manière interactive online, mais le rôle du prof, c'est d'expliquer les grands concepts et d'ouvrir le débat et avoir des discussions en classe. Il fait que ça. Il ne fait que ça. Et vous le payez pour ça. On le paye pour ça. Ouais. Mais on paye aussi la source de cette information, c'est pas quelque chose de gratuit, et c'est un programme qui est accrédité par les États-Unis. C'est-à-dire que j'offre un bac américain à travers ce système. Et ma première année d'ouverture, 3 bacheliers. Ma deuxième année d'ouverture d'une école, parce que quand on lance une école, on commence par le primaire et ça prend des années avant d'arriver au bac. Ma première année, 3 bacheliers. Ma deuxième année, 10 bacheliers. Donc pour vous, c'est une satisfaction. Mais simplement, c'est pas une satisfaction. Oui. C'est aujourd'hui, pour moi, c'est une solution. Imaginons dans le monde rural, si on a du blended learning. Donc on n'est plus contraint d'avoir des profs ou des bons profs dans le monde rural. Je peux avoir du blended learning et le rôle du prof là, dans le monde rural va être un facilitateur. Encore faut-il qu'il soit formé pour ça. C'est pas difficile, c'est très facile de transformer un prof qui est la source de l'information. C'est beaucoup plus facile d'être facilitateur que d'être un prof. Ça veut dire que le prof du 21e siècle, ou le prof en tout cas qui rentrerait dans votre démarche philosophique et éducative, il faut qu'il soit extrêmement flexible, à mon avis. Il faut qu'il ait de la culture générale et qu'il soit à jour dans le sens où je ne suis pas là pour transmettre du savoir, mais je suis là pour faciliter l'accès au savoir. Donc c'est 2 démarches complètement différentes. Exactement. Et il faut aussi que ce prof soit bien versé sur les technologies d'information. Ça on n'est plus dans un rôle de prof qui va venir avec des livres, qui va écrire sur un tableau et qui va sortir. Tout ça, l'interactivité avec les systèmes d'information, la capacité de s'adapter, la possibilité de faire des recherches sur Internet est un must pour que le bon déroulement. Ça, vous avez votre propre modèle, si je puis dire. Mais quand si on fait par extension, si on regarde au niveau du pays, on a 800 000 écoliers. Il y en a à peu près 400 000 qui viennent de passer le baccalauréat. Il y a 7,5 millions de jeunes qui sont entre le CP et le baccalauréat. Et 700 000 qui sont dans le privé. Il y a à peu près 1 million 15 000 qui sont dans le privé. Et le reste dans le public. Dans le public. Est-ce que ce modèle est superposable sur l'ensemble du... Ce modèle, pour moi, c'est le seul moyen de pouvoir suivre les tendances du 21e siècle. 2, c'est le seul moyen de pouvoir réduire les charges de l'État, parce qu'aujourd'hui, l'État paye 26% de son budget pour l'éducation nationale.
L'État peut plus Et tout le nombre d'élèves est en train d'augmenter. Donc, si on ne trouve pas une manière, et déjà les 26% ne sont pas suffisants, parce que quand on compare aujourd'hui la moyenne par élève qui est dépensée par l'État, c'est à peu près 7 000 dirhams par an, et dans les pays développés, c'est 100 000 dirhams par an. Donc, même si on quadruple le budget de l'État, ça veut dire tout le budget de l'État est dépensé pour l'éducation, ce n'est pas suffisant. Donc on doit réfléchir autrement. Et que la technologie peut aider. Et quand je dis du blended learning, on peut adapter ce blended learning dans un contexte marocain. Y compris par rapport aux régions reculées, ce que vous disiez tout à l'heure, mais simplement ce qui est d'actualité, c'est le baccalauréat. 65% de réussite, le bac, première session sans le rattrapage. Je trouve 65% sans le rattrapage. Ouais. Et on se plaint du système d'éducation et je n'entends que des 16 et des 18, alors qu'il y a 30 ans, il n'y avait même pas 10% de personnes qui passaient le bac. Et les gens étaient contents du système d'éducation. Donc, il faut absolument qu'on se pose cette question. Parce que pour moi, si on a passé 65% d'un système, ça veut dire que ces personnes-là sont bons. Et ces personnes-là sont bons à rentrer dans le monde du travail. N'oublions pas que le diplôme du baccalauréat était un diplôme de travail. C'est quand on arrive à avoir le bac. On avait son bac, on avait la sécurité d'avoir un emploi. C'est un passeport de travail. Et que les privilégiés, ils vont faire leurs études universitaires, mais il y a un minimum, le baccalauréat était perçu comme ayant suffisamment de compétences pour rentrer dans le monde du travail. Mais ça, même lorsque je vous dis qu'il y a 65,55%, pour être précis, de jeunes qui ont réussi au baccalauréat sans le repêchage, est-ce que ça veut dire qu'on est déjà dans l'école du savoir chez nous? Si on fait une analyse, ou bien quand on a une interaction avec ces jeunes qui ont eu leur bac, j'ai l'impression qu'ils ont juste passé le bac pour avoir ce bout de papier. C'est qu'en termes de communication, ils sont défaillants en termes de communication, dans toutes les langues, que l'arabe ou le français ou d'autres langues. Ils peuvent pas collaborer. Donc c'est vraiment des exécutants. Ils ont besoin qu'on leur donne des petites tâches. Ils peuvent pas travailler en groupe. Ils peuvent pas travailler en groupe. Aucune créativité. Aucune notion de résoudre des problèmes de vie. En termes de citoyenneté, on voit un petit peu ce qui se passe autour de nous. Et en termes de caractère, on a vraiment un grand problème. Ça veut dire que sur les 65,55% qui ont eu leur bac sans repêchage, il y a des repêchages qui démarrent cette semaine. Donc on devrait avoir, je pense, d'ici la fin de la semaine, début de semaine prochaine. On aura 70% au total, au moins. 70%. Ouais. Ça veut dire que sur les 70%, ça fait plus de 300 000 étudiants. Il n'y en a aucun qui sera inscrit, aura le mindset de l'école du savoir du 21e siècle. C'est ce que vous êtes en train de dire. Parce qu'on ne l'a pas préparé pour l'économie du savoir. On l'a préparé pour les métiers des années 80. Et même en parlant des années 80, quelqu'un qui n'a pas passé son bac durant les années 80 a plus de compétences, quand je dis de communication et de collaboration et de résolution des problèmes, etc., que quelqu'un qui a passé le bac avec mention aujourd'hui. Donc il faut qu'on revoie ce qui se passe et qu'on ait le courage politique de changer un système qui ne prépare pas les enfants pour l'économie du savoir. Parlons de technologie, par exemple. Il n'y a pas un métier aujourd'hui qui ne touche pas à la technologie. Est-ce qu'aujourd'hui, on touche à la technologie à l'école? Il y a les tablettes? Il y a des téléphones, oui. Ou des téléphones. Avec son téléphone, on peut faire beaucoup de choses. Quand je dis utilisation de la technologie, c'est pas de la consommation de la technologie. C'est pas jouer au jeu et rentrer dans les réseaux sociaux. Mais plutôt savoir programmer, par exemple. Savoir créer un logiciel. Ça, c'est l'économie du savoir. Mais ça, c'est plus important que d'avoir une bonne maîtrise en mathématiques, en biologie ou dans une matière littéraire. C'est quand on est à l'école. Je veux dire, si moi je dois envoyer mon enfant à l'école, école publique ou école privée d'ailleurs, pour qu'il apprenne comment programmer, faire de la programmatique, je veux dire, c'est pas pour ça que je l'envoie à l'école. Vous savez que la programmation regroupe beaucoup de choses. Programmer un logiciel, ça veut dire maîtriser les mathématiques, l'arithmétique, l'anglais, la logique. Donc il y a beaucoup de choses. Donc pour moi, c'est une manière de un petit peu montrer à quoi ça sert ces mathématiques.
À quoi sert Donc il faut réinventer les mathématiques aussi. Il y a toutes les matières qu'il faut réinventer. C'est pas les réinventer. Les mathématiques ne vont pas être réinventées. C'est l'utilisation de ces maths. Au moins qu'on sache à quoi sert cette arithmétique, à quoi sert cette logique qu'on a appris en mathématiques. Sans ces logiciels, parce qu'aujourd'hui la plupart des matheux aboutissent dans des métiers de technologie et d'ingénierie. Donc, sans ce savoir-faire et sans c'est-à-dire cette partie pratique d'utilisation des maths, ben, les maths vont rester juste de la théorie, et qu'on a passé un examen, qu'on a eu une bonne note, et qu'on a eu un diplôme, et en fin de compte, ça ne sert à rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, juste pour revenir sur les résultats du baccalauréat, l'élève qui a obtenu la meilleure note au baccalauréat, c'est un jeune étudiant de Salé, qui a obtenu 19,40 au baccalauréat, donc 19,40. Et justement, au niveau dans les matières scientifiques, mathématiques, est-ce que du coup, selon vous, ce jeune-là est en capacité de programmer ou d'inventer ou de créer une application ou pas? Quand on obtient 19,40 au baccalauréat, ouais, en général, on a un système d'éducation qui est basé sur la mémoire. On mémorise. Apprendre par cœur. Apprendre par cœur, on va passer un test, on va avoir une très bonne note qui montre qu'on a bien mémorisé. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui sait programmer, ou quelqu'un qui sait collaborer, ou quelqu'un qui sait communiquer. On est d'accord. Mais ça veut dire que là, du coup, en fait, moi, quand vous dites ça, parce que nous, actuellement, on est en train de dire, est-ce qu'il faut franciser ou mettre de l'anglais dans les matières scientifiques en tant que langue d'apprentissage? Et là, vous me dites, en fait, il faut être en capacité d'avoir des étudiants, des jeunes écoliers qui soient en capacité de programmer pour faire que ne serait-ce que soit performant en programmation informatique. Il y a des matières comme le coding pour programmer des logiciels que je trouve qu'ils doivent être mis dans le programme à partir du primaire. Je ne vais pas attendre jusqu'à ce qu'il arrive au bac pour qu'il apprenne à programmer. Et là, on prépare les enfants à l'économie du savoir. Le futur aujourd'hui, 44% des métiers qui existent aujourd'hui vont disparaître entre 2030 et 2040. Ou se transformer. Ils vont disparaître. C'est-à-dire la façon dont on travaille aujourd'hui va changer. Est-ce qu'aujourd'hui, on prépare les jeunes à être dans une économie du savoir, à faire les métiers du 21e siècle? C'est quoi les métiers du 21e siècle? L'intelligence artificielle, est-ce qu'on produit suffisamment de personnes qui savent aujourd'hui programmer ou faire des systèmes en intelligence artificielle? Non. Ouais, non. Mais je me dis aujourd'hui, quand on le disait tout à l'heure, il y a un peu plus de 7 millions d'écoliers. Est-ce que je peux, moi, construire, État, pouvoir public, toute une politique éducative centrée sur les applications technologiques, sur la technologie, sur le digital, et quelque part de former et de fabriquer que des robots humains? Parce que je veux dire, on aura besoin aussi de plombiers, on aura besoin aussi d'ingénieurs, on aura besoin de plein de choses aussi, non? Non, la technologie est un outil parmi d'autres. Parce que quand on parle de créativité aussi, il faut qu'on intègre tout ce qui est artistique, tout ce qui est musique, tout ce qui est... quand on parle de collaboration, le côté sport est très très important. Donc, c'est pas on va pas produire 7 millions d'informaticiens, mais on va produire 7 millions de personnes qui sont capables d'utiliser les outils informatiques de manière intelligente et non pas juste de la mémoire. C'est ça le grand changement. Et qu'il faut que l'être humain soit prêt à faire ce que le robot ne peut pas faire. Parce que le robot est en train de remplacer l'être humain. Tout ce qui est intelligence artificielle est en train de remplacer pas mal de choses, des métiers qui existaient avant n'existeront plus dans le futur, qui n'existent même pas aujourd'hui. Un petit exemple, un agent de voyage. Aujourd'hui, on n'en a plus besoin. On rentre, on prend nos billets nous-mêmes, on choisit, on fait notre recherche. Même demain, il n'y aura plus besoin de facteurs non plus pour porter le courrier. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, tout est digital. Pourquoi j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui va transporter du papier? Je vous suis effectivement dans votre raisonnement sur l'école du savoir, mais est-ce qu'il faut nécessairement aussi que l'économie du savoir soit alignée? Parce que si vous me dites aujourd'hui, Samir Belmarhoul, vous me dites, écoutez, c'est important d'avoir tel type de profil qui soit formé chaque année, mais tous ces profils-là, c'est comme ces 250 000 bacheliers, il faut qu'ils trouvent un emploi à terme, ne serait-ce que sur le moyen terme. Est-ce qu'il faut, donc du coup, est-ce qu'il faut aussi un alignement entre école du savoir et économie du savoir?
Ce qui est sûr, c'est que dans le futur, ces jeunes qui sont formés au XXIe siècle ne trouveront pas du travail. Ça, c'est sûr. Maintenant, la question, quels sont les métiers, à quoi il faut qu'on prépare ces jeunes. Donc, il faut qu'on soit d'accord. Le Maroc ne vit pas en isolation. Le Maroc interagit avec le monde. Donc, si dans le monde, il y a des tendances de commerce électronique, de partage, de communication, de collaboration, de data, qui sont faits différemment, eh bien, le Maroc, il va un petit peu avoir les mêmes métiers qui se passent dans le monde. C'est-à-dire il faut qu'on prépare nos jeunes pour des métiers du futur et non pas des métiers du passé. Quand on est au Maroc, on est à la pointe de l'Afrique. Oui. Et quand on lève la tête, on a l'Europe au-dessus de nous. Ça veut dire quoi? Il faut qu'on renforce notre ancrage au niveau de l'Europe, au niveau de l'Afrique, qu'on soit beaucoup plus mondialisé. Comment ça? C'est quoi l'enjeu aussi entre économie du savoir et école du savoir? Le Maroc a la meilleure position du monde géographique. Moi, je trouve qu'on est vraiment dans un carrefour extraordinaire. Ça veut dire la Méditerranée, l'Atlantique, l'Europe, l'Afrique, l'Amérique, le Moyen-Orient. On a des relations extraordinaires politiques avec tout le monde. Donc, il faut qu'on s'ouvre à la mondialisation. Il faut qu'on s'ouvre. On n'est pas suffisamment ouvert aujourd'hui? On n'est pas suffisamment ouvert. Et il faut c'est sûr qu'on n'est pas suffisamment ouvert. Aujourd'hui, la langue du business au Maroc, c'est la langue française. La langue française est limitée à quelques pays. Si on met nos jeunes sur la langue anglaise, ils vont être ouverts au monde entier. On communique avec le monde entier en anglais, pas en français. Est-ce que l'économie du savoir et l'école du savoir repose essentiellement sur les langues, la maîtrise des langues? Une fois de plus, le spectre est plus large. Une fois de plus, la langue, c'est un outil. L'informatique, la technologie, l'intelligence artificielle, c'est un outil. L'art, c'est un outil. La musique, c'est un outil. Le sport, donc tous ces outils sont là pour former une nouvelle génération qui est prête au métier du 21e siècle. Et les métiers du 21e siècle aujourd'hui, les continents les plus dynamiques, c'est l'Europe et les continents d'Amérique. Je veux dire à la fois l'Amérique du Nord et l'Amérique aussi. C'est une ancienne c'est une ancienne perception. Aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe en Chine. Ouais, j'allais vous parler de l'Asie aussi. L'Asie aujourd'hui est en train d'émerger de manière très une croissance extraordinaire. La Chine, l'Inde, le Brésil, la Russie. Donc il y a des changements géopolitiques qui sont en train de se mettre en place. Et il faut qu'on soit en partenariat avec ces pays émergents. Parce que c'est eux qui vont nous tirer vers le haut. Quand on voit l'Europe, aujourd'hui, même la France a ses problèmes d'éducation. Donc ils sont en train de s'orienter vers l'éducation anglo-saxonne. Leur Premier ministre l'a dit, il faut que les Français maîtrisent la langue anglaise, sinon ils auront des problèmes à trouver de l'emploi. Je reviens sur un point très important sur l'économie du savoir. Et il y a 4 phénomènes disruptifs. 4 phénomènes disruptifs à quoi il faut, ou bien c'est un grand problème pour nous, ou bien c'est une opportunité. Et c'est là où il faut qu'on s'oriente. Le premier phénomène disruptif, c'est notre planète. Notre planète, c'est les énergies renouvelables, la pollution, le recyclage, tout ce qui est aujourd'hui... Biodiversité, tout ce qui compose la planète, en fait. Je parle de la Terre et comment on est en train d'user de cette matière première qui est en train de disparaître. Et que si jamais on ne change pas nos habitudes, il y aura vraiment des problèmes. Et ça commence d'ailleurs. Ça commence. Donc il faut qu'on prépare nos jeunes à des métiers qui vont résoudre des problèmes pour qu'on puisse survivre sur cette terre. Ça, c'est le premier phénomène. Le deuxième phénomène, c'est tout ce qui est médical. Aujourd'hui, l'espérance de vie est passée il y a quelques décennies de 65 ans à pratiquement 90 ans. Et là, on parle des centenaires. Ça veut dire que avec des organes artificiels, avec la prévention, c'est-à-dire à l'âge de 4-5 ans, on va savoir quelles sont les différentes maladies qu'on peut avoir et on essaie
le plus tôt possible, de les éviter pour qu'on n'arrive pas à tomber malade de manière... donc il y a vraiment un changement et que les Marocains un petit peu doivent être dans ce monde, c'est-à-dire de la médecine préventive, de ce qu'on appelle data science. Il y a beaucoup de choses qui sont liées à le biomédical. Le troisième phénomène, c'est tout ce qui est technologie qui est en train de remplacer les emplois. Ça veut dire que l'intelligence artificielle et la robotique est en train de remplacer les emplois. Et que si la personne, l'humain intelligent, ne fait pas quelque chose de mieux que le robot, ben le robot va prendre son travail. C'est-à-dire il faudra que demain on soit plus intelligent que l'humain, soit plus intelligent que le robot. Non, pas plus intelligent, mais qu'on fasse quelque chose que le robot ne peut pas faire. C'est-à-dire être en tout cas beaucoup plus flexible, parce que le robot est programmé pour des tâches bien précises. Plus flexible, la possibilité de s'adapter. Un robot ne peut pas s'adapter, il faut le reprogrammer. Un robot ne peut pas apprendre à un autre robot. Donc on a des avantages, il faut qu'on garde ces avantages. La créativité, le robot n'est pas créatif, il fait juste répéter des choses. Et le quatrième phénomène, c'est tout ce qui est géopolitique et tout c'est l'interaction sociale, les réfugiés. Imaginons juste quelques centaines de milliers qui ont émigré de la Syrie en Europe, ça a chamboulé toute l'Europe. Imaginons qu'il y a vraiment des phénomènes et des mouvements de masse et comment on peut s'adapter à ces mouvements de masse. Donc voilà les 4 phénomènes disruptifs qui sont aussi bien des phénomènes disruptifs que des opportunités de l'emploi et des opportunités de carrière. Sur lesquelles il faut se positionner et il faut que l'école soit prête. Exactement. Et que l'économie soit prête aussi, enfin l'école soit prête à fabriquer et l'économie soit prête à absorber. Exactement. Ça en termes de profil. Et ça veut dire aussi qu'il faut avoir peur de l'avenir. Parce que très souvent aujourd'hui, en termes de réflexe, on doit avoir peur de l'avenir si on ne fait rien, si on change pas. Parce que regardez, aujourd'hui, les pères de famille, essentiellement, se disent, moi, si j'ai un peu de moyens financiers, je mets mes enfants dans le privé, parce que c'est sécurisant, je sais qu'ils vont pouvoir apprendre. Et dans un environnement qui soit plus ou moins optimal. Je ne suis pas sûr que toutes les écoles privées sont en train de faire du bon travail, parce que beaucoup d'écoles privées, ils ont juste pris le modèle du système public. Et dans un bâtiment plus neuf, la peinture est plus fraîche, comme on dit. Exactement, peinture plus fraîche. Il y a des écoles privées. Non, moi je suis pour revoir le système d'éducation et que aujourd'hui on va voir la naissance de ce qu'on appelle des smart schools. C'est des écoles intelligentes qui sont en train de préparer nos jeunes à l'économie du savoir. Ça veut dire que Samir Ben Makhlouf, juste pour un guise aussi de conclusion sur les derniers sujets que je voudrais aborder avec vous, c'est que tous les débats aujourd'hui qui hantent les esprits, école publique versus école privée, vous avez vu avec les étudiants en médecine aussi, il y a une espèce de bras de fer et ça devient complexe pour les pouvoirs publics. Tout ça, c'est de la préhistoire déjà. Est-ce que déjà aujourd'hui, c'est-à-dire là, on est le 1er juillet d'ailleurs, 2019, est-ce que tous ces débats-là, d'avoir tout ça à l'esprit, c'est déjà de la préhistoire? Il faut que le problème est autre part. Le problème n'est pas dans les systèmes actuels. Il faut vraiment revoir le système de bout en bout. Il ne faut plus qu'on s'inscrit dans une économie de rente, parce que j'ai l'impression que tout le monde veut travailler avec l'État, tout le monde veut être dans Tout le monde veut devenir fonctionnaire. Tout le monde veut être fonctionnaire, tout le monde veut faire son stage dans les cliniques de l'État, tout le monde veut avoir un travail où on se sent une garantie, et il n'y a plus de garantie de salaire. Il n'y a plus de garantie. Donc il faut qu'on oriente la plupart de nos jeunes à être des entrepreneurs. Et malheureusement, le système d'éducation actuel, il est fait pour produire des employés et non pas des entrepreneurs. Donc si vous aviez un message à délivrer aux parents qui vous écoutent, ça serait quoi? Ceux qui, je sais pas, ne serait-ce qu'ils envisagent d'avoir un enfant. Donc, il pourrait être né en 2019-2020 et donc avoir 10-20 ans en 2040, de 10 ans en 2030 et 20 ans en 2040. Ça serait quoi? Ça serait dire, surtout ne vous perdez pas dans les pseudo-débats école publique versus école privée, les embouteillages devant les écoles, le prof à l'IOT qui est absent et tout le pataquès ou l'augmentation des bourses. L'enjeu est ailleurs. L'enjeu est ailleurs. On doit s'inscrire dans l'économie du savoir. Il faut qu'on ait un équilibre autour de nos enfants. Il ne faut pas que nos enfants grandissent comme des consommateurs, que ce soit de la technologie. Il faut qu'ils produisent.
Il faut qu'on les mette sur les bonnes rails. Malheureusement, s'il n'y a pas ces technologies qui sont bien enseignées dans l'école 800, il faut absolument trouver d'autres sources d'apprentissage des matières qui vont les aider à se préparer pour l'économie du savoir. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, entre école d'avenir, économie d'avenir, il y a les métiers d'avenir. Exactement. C'est ça en fait qu'il faut avoir à l'esprit, être attentif au marché, être bien formé être dans l'air du temps, de tout ce qui se fait en termes de progrès technologiques. Et surtout, ne pas mettre vos enfants dans des écoles qui les préparent pour les métiers des années 80. Mais les mettre, les métiers des années 80, on les connaît. Quand on va dans des moteurs de recherche d'emploi, on ne trouve plus ces métiers. On cherche des experts de cybersécurité, on cherche des personnes qui savent faire du marketing digital, on cherche des gens qui savent ce qu'on appelle la gestion de clients digital. Donc, c'est les métiers d'avenir. On aura toujours besoin d'assistantes. Mais on aura toujours besoin de bouchers, on aura toujours besoin de maçons. L'assistante, de direction. La moitié du travail de l'assistante aujourd'hui se fait par le téléphone. Donc, le côté digitalisation est en train de rentrer partout. En parlant de maçons, aujourd'hui, on parle de maisons imprimées en 3 dimensions. Donc, la digitalisation est en train de changer tous les secteurs. Il n'y a aucun secteur qui ne va pas changer avec cette 4e révolution industrielle. Donc il faut qu'on se prépare, il faut qu'on prépare nos enfants. Et je ne parle pas que de la technologie. Le sport est très important dans leur vie. L'art, la musique. Aussi important que le français, les mathématiques ou l'anglais. Aussi important, oui. Le sport est très important. Donc pour tout ce qui est collaboration, pour tout ce qui est fair play, pour tout ce qui est apprendre à ne pas toujours gagner dans sa vie, parce que on a des enfants qui sont tellement c'est acquis pour eux qu'ils ont le dernier mot. Alors que dans le sport, c'est fair play. Et que si tu n'es pas bon, tu vas pas réussir. Donc ça, c'est des choses, c'est des compétences qu'on doit inculquer dans la tête de nos enfants pour qu'ils soient prêts à être, pour qu'ils soient prêts au XXIe siècle, pour qu'ils s'adaptent, parce qu'il y a beaucoup d'adaptations. Et il y a un grand philosophe, Alvin Toffler, qui a écrit dans son livre de 1970, The illiterate of the 21st century, l'illettré du 21e siècle, will not be those who cannot read and write, ne va pas être celui qui ne sait pas lire et écrire, but those who cannot learn and relearn, mais celui qui ne va pas pouvoir apprendre et adapter son savoir à tout changement qui puisse venir. À toute réalité. Exactement. Et vous savez ce que disait Montaigne au XVIe siècle? Oui. Il nous faut des têtes bien pleines. Vous avez raison. Voilà. Donc c'était déjà au XVIe siècle. Donc ça veut dire il faut revenir aussi, l'histoire ne fait que se répéter. Seulement aujourd'hui, les choses se précisent. Ça va de plus en plus vite. Il faut s'adapter de plus en plus. Exactement. C'est ça en fait tout le challenge. En tout cas, vous appréhendez vous l'avenir avec le sourire. Vous n'avez pas peur de l'avenir? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Mon école, en tout cas, on prépare les jeunes pour l'avenir. Et vous, par rapport à l'école du savoir, London Academy s'était inscrite dans cette démarche-là très tôt? Depuis le premier jour, j'ai eu la possibilité de tout démarrer avec cette vision en tête. Par opportunité ou par opportunisme? Par circonstance de vie et par amour et par passion pour l'éducation. C'est la passion pour l'éducation. Ouais. Votre passage à Microsoft, c'est la caution technologique. J'ai passé toute ma vie ma vie professionnelle chez Microsoft en poussant la technologie dans l'éducation. Maintenant, c'est à moi de le faire. Donc vous êtes passé au rôle d'acteur et d'être en première ligne. Exactement, au lieu de juste de rôle de prescripteur. Merci en tout cas, Samir Ben Makhlouf. Je rappelle que vous êtes directeur général de London Academy, qui a tout un plan de projet de développement sur l'ensemble du territoire. Exactement. Et que vous avez été donc directeur général de Microsoft Maroc. Donc en fait, si on associe London Academy avec Microsoft, ça donne Samir Ben Makhlouf et London Academy. L'école de l'avenir, c'est ça? Exactement. Merci en tout cas à vous. Je vous souhaite une belle journée. On va se retrouver vendredi pour le Morocco Today Forum. Je serai ravi de partager avec différentes personnalités votre vision. Et puis surtout, c'est intéressant parce que vous allez vous allez partager un vécu. Exactement. Donc on va être pas que dans la théorie, on va être c'est un praticien qui aura. Très, très pragmatique et chose que je vis chaque jour. Donc ça sera Morocco Today Forum vendredi à Casablanca.
Merci en tout cas à vous. Et d'ici là, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine. Merci. Merci.